C'est lui qui m'a inspiré Topaz. Parce que je le voyais prendre beaucoup de peine pour enseigner à lire et à écrire à des enfants parfois anormaux. Et il y arrivait à force de patience, d'intelligence et de tact. Je me disais, s'il déployait ces qualités-là à la bourse, ce serait peut-être un grand financier. Tandis qu'il applique son intelligence à des choses qui ne lui rapportent rien, que l'honneur et le plaisir d'avoir fait quelque chose d'utile. C'est de là qu'est sorti Topaz. Après Tarascon, j'ai été nommé professeur au collège de Pamiers, dans l'Ariège, puis professeur adjoint au lycée d'Aix-en-Provence. Je m'étais marié, comme on fait quand on est jeune, à 20 ans. Et au lycée, je ne faisais pas grand-chose. J'étais professeur adjoint, c'est-à-dire que je surveillais les études, je faisais réciter leurs leçons aux enfants, et le reste du temps, j'étais absolument libre. Là, j'avais un ami qui s'appelait Marius Jouveau. Il était capoulier du Félibrige. C'était un très grand poète provençal. Il a laissé plusieurs volumes de vers provençaux admirables. J'étais aussi un fidèle ami de Mistral. Je voyais que Jouveau passait son temps en études à écrire des vers provençaux splendides. Je me suis mis à écrire des vers français dans mon étude, et j'étais très content. Je comptais y passer ma vie. Seulement, voilà, les professeurs adjoints, on les fait travailler malgré eux. Quand il manque un professeur en titre, on vient chercher le professeur adjoint de la spécialité. Un matin, on me dit, monsieur, ne partez pas, vous allez remplacer monsieur Audressy. Monsieur Audressy était un professeur d'anglais, qui était un homme très charmant, que je connaissais, et ce jour-là, il avait la grippe. On vient m'avertir à 8h moins 5. J'allais dans la classe de monsieur Audressy, c'était une classe de première, et je trouve, à côté de la chaire, 3 chaises. Les chaises qui annoncent une inspection, une chaise pour le proviseur, une chaise pour le censeur, une chaise pour monsieur l'inspecteur général, ou monsieur l'inspecteur d'académie. Le proviseur ne savait pas qu'Audressy était absent. C'était le surveillant général qui s'en était aperçu et qui m'avait fait prévenir. Comme je commençais ma classe, ils sont arrivés tous les 3. L'inspecteur général s'appelait M. Potel. Je ne le connaissais pas, bien entendu. C'était un bien trop haut personnage pour moi. J'ai pensé qu'ils allaient repartir, parce qu'ils ne venaient pas pour inspecter un professeur adjoint. Ils venaient voir le cours de M. Audressy. Cet inspecteur, qui était un homme très gentil, peut-être pour ne pas humilier un jeune homme, a dit, eh bien, nous allons rester un moment. Et ils se sont assis sur les 3 chaises, et j'ai dû faire une leçon improvisée sur Hamlet, que les élèves d'Audressy étaient en train d'expliquer. Et l'inspecteur est resté pendant toute la classe, pendant plus d'1 heure. Et à la fin, il m'a dit, monsieur, il faut absolument que vous ayez passé votre agrégation à Paris. Monsieur, je suis très heureux ici. Et puis, vraiment, je n'ai pas assez d'argent pour aller passer 2 ou 3 ans dans la capitale. Il m'a dit, non, je vais vous faire nommer dans un grand lycée à Paris. Je l'ai remercié avec effusion, mais avec crainte, en me disant, ça va peut-être réussir. Et puis, il l'a fait. Et j'ai été nommé un jour professeur adjoint à Paris, au lycée Condorcet, pour préparer mon agrégation. J'ai commencé à travailler à la Sorbonne. Et j'étais sur le point de me présenter, lorsque quelqu'un me dit, vous savez que vous êtes nommé à Paris pour 5 ans, mais que si vous réussissez votre agrégation cette année, vous allez partir tout de suite pour La Rochelle ou pour Lons-le-Saunier. Eh bien, je ne me suis pas présenté du tout à l'agrégation, et je me suis mis à écrire des pièces. J'ai d'ailleurs fort mal commencé par un vaudeville absurde qui s'appelait Tonton. Enfin, il a été joué une 20aine de fois aux Variétés de Marseille. Ma foi, j'étais très content et stupéfait d'avoir touché 630 francs de droits d'auteur. Après ce vaudeville, j'ai écrit en collaboration avec mon ami Paul Nivois, Les Marchands de gloire. Un soir d'hiver, en 1924, comme je sortais du lycée Condorcet, je le vis qui m'attendait au bord du trottoir, devant un petit bar où il y a maintenant les magasins du printemps qui se sont agrandis. Il portait sous le bras un volumineux paquet. Il me dit, ça y est, ou plutôt ça y est presque. Parce qu'à force d'intrigue, j'ai pu voir Trébor et Brûlé qui sont directeurs du nouveau théâtre de la Madeleine. Je leur ai raconté notre pièce, Madame Parisis était là. Elle a trouvé ça de premier ordre. Ils attendent le manuscrit pour demain matin. Et ils m'ont regardé très gravement, car c'était un homme assez grave et assez pensif. Je lui ai dit, mais nous n'avons pas de manuscrit dactylographié. Nous étions fort pauvres, n'est-ce pas? Et nous attendions tous les 2 la fin du mois pour porter le brouillon chez Compère Ruener, qui avait une agence de copies. Nivois me dit, nous aurons des copies demain matin, regarde ça.
et il me montra que ce qu'il portait sous le bras, c'était une machine à écrire. Je lui ai demandé où est-ce que tu l'as volée. Elle appartient, me dit-il, au journal Comédia. Si je l'avais demandé, on me l'aurait prêté. Mais qui va se servir de cet appareil? Eh bien, moi, me dit-il, moi j'ai été gazé pendant la guerre et on m'a versé dans l'auxiliaire. Et j'ai été pendant plusieurs mois secrétaire dactylographe. Dépêchons-nous. Nous sommes allés chez lui et nous avons d'abord mis en ordre des liasses de feuilles volantes, des pages de cahiers, des enveloppes de Comédia qui constituaient le manuscrit original des Marchands de Gloire. Ça se passait dans un minuscule rez-de-chaussée de la rue Tête-Bout. Sa porte touchait celle du concierge. Il n'y avait qu'une mince cloison entre son appartement et la loge. Nous avons travaillé toute la nuit. Moi, je lisais ces feuillets et je cherchais au dos d'un bulletin de retenue la suite d'une scène commencée sur une enveloppe de Comédia. Je dictais et Nivois tapait. La machine à écrire était très bizarre. Elle était d'un modèle extrêmement ancien. Les lettres étaient au bout de tiges d'acier qui avaient au moins un pan de long. Au repos, elles étaient parfaitement horizontales. Mais dès qu'un doigt frôlait une touche, la tige surgissait avec une vitesse incroyable. Elle traversait le ruban et le papier, et elle venait se planter dans le rouleau de bois qui était sec et sonore. D'abord, il a été un peu surpris par la nervosité de ce piège à rats, mais après quelques gammes, il en a eu le maniement. Alors il a tapé gravement, avec une parfaite dignité, le buste droit, la lippe proéminente. Ses grandes mains volaient sur le clavier. Il avait l'air de Paderewski. Mais la musique qu'on entendait faisait penser à des noix qui roulent dans un escalier en bois. De temps en temps, nous prenions un petit repos. Nivois trempait ses mains dans de l'eau chaude. Je lui massais les doigts. Puis nous buvions un coup de vin blanc. Et pendant que je reprenais ma dictée d'une voix un peu enrouée de sommeil, le crépitement de la machine recommençait et cela dura toute la nuit. Au petit jour, c'était fini.